Bonjour, je suis Régis de Furneaux, guide conférencier, et en collaboration avec Voyage d'un soir, je vais vous présenter le Japon autrement, un voyage que nous organisons chaque année au printemps et à l'automne. Et dans les séquences qui suivent, je vais vous parler de l'esprit du voyage, je vous présenterai le programme de nos rencontres et je vous dirai enfin qui je suis et le lien particulier que j'entretiens avec le Japon depuis une dizaine d'années. Le voyage que nous vous proposons au Japon est un voyage original. Original pourquoi? Parce que simplement nous allons prendre le temps. Prendre le temps d'abord de nous installer dans la ville de Kyoto pendant une semaine, et puis prendre le temps par après de nous installer à Tokyo. Nous n'allons pas courir d'un taxi à un autre, d'un bus à un autre, sauter d'un train à un autre. Nous allons d'abord nous laisser vivre et vivre au rythme de la saison, soit au printemps, soit à l'automne. Et en plus de ce rythme qui sera saisonnier, nous allons aussi prendre le temps simplement de visiter et de contempler les sites incontournables des villes de Kyoto et de Tokyo. Prendre le temps, c'est aussi prendre le temps des rencontres. Et il n'est pas improbable que nous soyons surpris au coin d'une rue par une apprentie geisha, par un moine dans un temple ou simplement par des personnes avec lesquelles nous discuterons. Et c'est une manière aussi d'explorer et de découvrir la société japonaise. Et donc ce voyage au Japon, il est très particulier parce qu'il se veut intime. On a l'ambition de vous le faire voir de l'intérieur, comme si vous étiez le temps d'une semaine ou deux japonais vous-même. C'est pour ça en fait qu'on l'a créé ainsi. On a voulu éviter d'aller trop vite, parce que si on veut vraiment comprendre les choses de l'intérieur et surtout comprendre les gens de l'intérieur, il n'y a rien à faire, il faut prendre le temps. On ne peut pas accélérer, il y a des étapes qu'on ne peut pas passer. Et donc c'est pour ça qu'on ne se concentre aussi que sur deux grandes villes qui sont en plus emblématiques, la ville de Kyoto et la ville de Tokyo. Après votre vol long courrier, je vous accueille à l'aéroport d'Osaka en matinée. De là, nous irons jusqu'à votre hôtel, où vous aurez un bon moment pour prendre possession de votre chambre. En fin d'après-midi, début de soirée, je vous proposerai une balade le long de la rivière Kamogawa, qui est la rivière principale de la ville et son origine. C'est une excuse pour nous dégourdir les jambes et déjà vous faire découvrir, vous faire sentir, vous faire voir l'ambiance, les lumières, la saison dans la ville de Kyoto. Nous débutons notre voyage au Japon par une visite du quartier de Gion, un des quartiers historiques de la ville de Kyoto. Ce quartier est évidemment mondialement célèbre puisqu'il abrite les geishas. Je vous initierai et vous expliquerai le monde des geiko et des maiko, puisque à Kyoto, on ne les appelle pas les geishas, mais on les appelle les geiko. Après notre visite des quartiers de Gion et nos rencontres avec ces femmes artistes, nous visiterons simplement un des plus grands temples de la ville, le temple de Yasaka. C'est un temple qui est très intéressant à voir puisqu'il nous permettra de rencontrer les Japonais dans leurs prières quotidiennes. En effet, dans ce lieu, les Japonais viennent prier pour leur protection, mais aussi pour la protection de la ville. Nous continuons notre visite de la ville de Kyoto dans le parc de Maruyama. Le parc de Maruyama, c'est un peu un oublié dans la plupart des visites de cette ville. Et c'est dommage parce qu'il recèle les plus anciens cerisiers de la ville, qui sont magnifiques tant au printemps qu'à l'automne. Au-dessus du parc, nous visiterons les petites ruelles historiques qui se trouvent au-dessus de la ville. Et ces petites ruelles sont très étonnantes parce qu'elles sont étroites, mais elles ont aussi des couleurs qui changent avec les saisons. Pour terminer en beauté notre première journée, nous visiterons le Kenninji, qui est tout simplement l'un des plus anciens temples zen de la ville et du Japon, qui est une petite merveille faite de bois, de verre, de dédale, de paravent. Et nous prendrons le temps d'aller visiter, d'aller rencontrer les deux magnifiques dragons qui ont été peints sur l'un des toits d'une partie du temple. Au quatrième jour, nous allons visiter le temple de Ginkakuji. Le temple de Ginkakuji, ou le pavillon d'argent, est un des joyaux de la ville de Kyoto. Il est évidemment très célèbre, moins que le pavillon d'or que nous visiterons aussi, mais il est surtout très proche du cœur des Japonais parce qu'il arbore une esthétique plus modeste, plus simple, plus intimiste. Après la visite de ce temple, nous irons nous promener juste à côté sur le fameux Tetsugaku no Michi, ou le chemin de la philosophie. C'est un chemin où de nombreux philosophes, de nombreux moines viennent se promener
réfléchir au temps qui passe et réfléchir simplement ou contempler la beauté de la saison. Lors du 5e jour, nous allons visiter le sanctuaire à Fushimi Inari. Ce sanctuaire est dédié à la déesse Renarde et est un des plus importants sanctuaires de tout le Kansai et de tout le Japon. Il est célèbre évidemment pour les portiques qui s'enchaînent les uns après les autres sur plus d'1 kilomètre, qu'on appelle le taisha. Ces longs portiques rouges nous permettront aussi, en les suivant, d'aller jusqu'au sommet, et de là nous aurons une vue assez unique sur la plaine et sur la ville de Kyoto. Après la visite de ce grand sanctuaire, nous nous dirigeons vers le château de Nijo. Nijo est un site classé à l'UNESCO, c'est surtout un site d'une grande majesté, il est imposant, il est médiéval, c'est le site qui a vu naître le clan des Tokugawa et nous le visiterons en fin d'après-midi. Notre 6e jour sera entièrement consacré à la ville de Nara. Nara est un peu le début de l'histoire du Japon, puisque c'est dans cette ville que va apparaître l'écriture que nous connaissons tous, qui est d'origine chinoise, et dans cette ville aussi que vont apparaître les débuts d'une architecture japonaise, mais toujours d'inspiration chinoise. Nara, c'est aussi la ville des cerfs, les cerfs Sika, que nous passerons saluer évidemment. Et Nara, c'est aussi la ville d'un imposant Bouddha, le Todaiji, qui est le plus grand Bouddha connu au Japon. Le 7e jour de notre voyage est un moment de visite, mais il sera aussi un moment de détente. Nous allons effectivement visiter le pavillon d'or, un des sites les plus célèbres de la ville, le Kinkakuji, qui est un petit monument, minuscule par sa taille, mais gigantesque par sa splendeur et la beauté qui se reflète sur le lac qui l'entoure. Après ce moment de beauté, nous nous dirigerons vers la montagne de Kurama. Kurama est une colline peu connue, peu visitée, mais qui recèle un sanctuaire assez spectaculaire, perché haut sur les montagnes. Il est souvent pris par les brumes, il est baigné par une lumière incroyable, et de là nous pourrons observer l'ensemble de la ville et toutes les collines qui entourent Kyoto. Kurama, c'est aussi un lieu de prière, c'est un sanctuaire de bouddhisme ésotérique, et nous le visiterons aussi de l'intérieur comme de l'extérieur. En descendant de cette colline, nous nous rendrons dans un des onsen les plus célèbres du nord de la ville de Kyoto, le onsen de Kurama. Un onsen, c'est une source d'eau chaude naturelle, et depuis cet onsen, nous pourrons contempler les pins qui peuplent les collines autour de Kyoto. Notre 8e journée est particulière. Pourquoi? Parce que nous allons quitter un tout petit peu Kyoto et nous rendre dans un endroit de villégiature qui est Arashiyama. Arashiyama, c'était l'endroit où venait se reposer la cour impériale de Kyoto, et c'est surtout l'endroit de la fameuse bambouseraie. Cette bambouseraie s'ouvre d'abord sur une ambiance assez sombre, et puis soudain, ce sont des rayons de lumière qui la traversent, des bruits de bambou qui claquent, et toute l'ambiance du printemps et de l'automne qui vont nous ravir littéralement. Après la bambouseraie, nous ne pourrons éviter évidemment le grand sanctuaire de Tenryuji, qui est un des plus beaux sites du sud de la ville et qui nous permettra de vraiment comprendre et de découvrir ce qu'est l'architecture dite zen et surtout ce qu'on entend par un jardin zen. Je prendrai le temps de vous expliquer les éléments constitutifs de ce type d'esthétique et de ce type de jardin, et nous visiterons les plus belles parties du temple ainsi que l'ensemble des pavillons qui sont associés. Après avoir passé une semaine de découverte dans la ville de Kyoto, nous prendrons un des fleurons technologiques du Japon, à savoir le Shinkansen. Le Shinkansen est un train à très haute vitesse qui nous emmènera à toute allure vers la ville de Tokyo. À Tokyo, après avoir pris possession de nos chambres, nous irons visiter 2 quartiers. Le quartier de Shinjuku, qui est un des quartiers historiques de la ville, et à l'intérieur de ce quartier, un micro-quartier qu'on appelle le Golden Gai, qui est aussi un des quartiers les plus anciens de la ville. Le Golden Gai, c'est surtout des rues très étroites, qui sont animées par des bars, par beaucoup de personnes, beaucoup de gens. Ce sera l'occasion aussi de découvrir une autre ambiance, très différente de la ville de Kyoto, mais tout aussi japonaise. Lors de notre 10e journée, nous commençons à sentir l'ambiance de Tokyo. Et je vous emmène dans le plus grand sanctuaire, le sanctuaire de Meiji Jingu, qui est consacré à la famille impériale. C'est aussi un des plus beaux espaces verts de la ville
et un temple qui est d'une rare beauté. À la sortie de ce temple, nous vivrons un des contrastes les plus intéressants et les plus riches qu'on puisse vivre au Japon, puisque nous passerons d'un Japon traditionnel au Japon ultra-moderne du quartier de Harajuku, quartier dans lequel nous allons rencontrer des cosplayers, donc des gens qui se déguisent en manga, en anime, et nous allons rencontrer aussi toute la folie et tout le décalage que peuvent avoir les jeunes Japonais. Nous terminerons cette journée riche en contrastes par une visite d'un lieu que j'affectionne énormément, qu'on appelle le Tochomai, qui est un énorme building municipal, mais qui a la particularité d'être le plus beau point de vue sur le mont Fuji. Or, on ne peut visiter le Japon sans observer au moins une fois le mont Fuji, puisque c'est d'abord une divinité, une des plus grandes divinités vénérées par les Japonais, mais c'est aussi une montagne qui permet de comprendre l'importance et la dimension de la ville de Tokyo, qui compte pas moins de 44 millions d'habitants. Lors de notre 11e journée, nous allons devenir de vrais Tokyoïtes. En effet, nous irons dans le quartier de Shibuya. Shibuya, c'est un quartier fou, avec des enseignes lumineuses surdimensionnées, des passages pour piétons évidemment très célèbres. C'est aussi une station de métro interminable dans laquelle on peut se perdre. C'est un lieu incroyable, fou, vivant, prenant, et nous allons le traverser dans tous les sens, littéralement. Pour quitter toute cette folie présente à Shibuya, je vous proposerai ensuite de nous rendre près de la rivière Meguro, qui est aussi le nom d'un quartier calme, un quartier familial, mais un quartier aussi qui est bordé tout le long de ses allées par de magnifiques cerisiers et d'autres arbres qui nous donnent à voir et à contempler les couleurs de chaque saison. Dans l'après-midi, nous visitons le quartier d'Asakusa. Asakusa est évidemment un quartier très intéressant, puisqu'il recèle un des plus grands temples aussi de la ville de Tokyo. Et ce quartier est notamment célèbre par son énorme portique qui abrite une lanterne gigantesque. Asakusa, c'est aussi le dernier quartier dans lequel on peut observer des geishas à Tokyo. Asakusa, c'est enfin le toute nouvelle tour de Tokyo qu'on appelle le Skytree, endroit dans lequel nous passerons notre dernière soirée pour un magnifique repas de clôture. Lors de notre dernière journée à Tokyo, vous aurez un moment libre pour une dernière balade, une dernière promenade dans la ville. Et puis je vous raccompagnerai moi-même en bus limousine jusqu'à nos comptoirs d'enregistrement. Et là, bien, je vous dirai sayonara, au revoir et à la prochaine. Je suis Régis de Furneaux, votre guide conférencier pour le voyage au Japon que nous vous proposons, le Japon autrement. Je suis ancien professeur et chercheur à l'Université de Namur et je travaille actuellement comme photographe documentaire dans le monde des ONG. Pour vous donner quelques exemples, en Irak, j'ai documenté la problématique des réfugiés et la complexité de la question kurde. En Mongolie, autre pays où j'ai pas mal documenté la transition rurale et les conséquences sur les mondes nomades. Dans les régions himalayennes, je me suis intéressé à la question des frontières, ou dernièrement dans les Balkans où j'étais pour documenter la modification des routes migratoires et toutes les conséquences humanitaires. Le Japon, c'est un pays avec lequel j'ai un rapport particulier. Ça fait 10 années, même plus de 10 années que j'y voyage. J'y ai été chercheur, professeur à l'Université de Kyoto. Une partie de ma recherche doctorale était consacrée à l'idée de nature au Japon. Et c'est un pays qui m'a toujours intéressé. La culture japonaise m'a toujours intéressé parce qu'elle est totalement différente de la nôtre. Elle recèle plein d'aspects qui sont inédits, surprenants, déroutants. Et en particulier dans cette culture japonaise, je me suis intéressé à ces femmes japonaises que sont les geishas. Pourquoi? Parce que très tôt, j'ai eu le sentiment qu'elles étaient méconnues, mal comprises, et j'avais en tout cas l'ambition de remettre un petit peu de vérité et de dire réellement ce qu'elles étaient en tant que femmes artistes, et de tordre le cou à toute une série de clichés. Et donc c'est vrai que le Japon, j'ai un rapport très particulier, d'abord un rapport académique, mais aussi un rapport au travers de ce sujet qui m'a passionné. J'ai publié un livre qui s'appelle Maiko no Hikari, aux éditions du Bec en l'air, qui est un livre en fait qui montre, décrit, explore, nous permet de redécouvrir autrement ce que sont en fait toutes ces femmes, ce qu'on appelle le monde des geishas. Je parle également la langue et j'ai énormément voyagé dans le pays, donc toutes ces expériences cumulées me donnent un regard très particulier, un regard quasi de l'intérieur
sur une culture qui est absolument fascinante et qui est d'une grande richesse à découvrir, à rencontrer.